Il s'agit d'une transition du pouvoir continu, dans lequel chaque discours véhiculé contient une vérité, même minimale. Par conséquent, il appartient aux individus de discerner avec précision quel élément correspond à la réalité entre ce qui est présenté. Une période critique approche, et mon évaluation indique qu'elle se produira entre mai et septembre, sûrement avant la fin de cette année. C'est un honneur d'être ici, Evelyne. Merci pour l'invitation. Ma carrière professionnelle a toujours été alignée sur un objectif que j'ai identifié depuis l'enfance, aider les gens. Cependant, c'est grâce à des expériences vitales, trébuchements, chutes et reconvisants, que j'ai dirigé vers mes performances actuelles. Je me consacre à aider les individus à surmonter les traumatismes, que ce soit de l'existence passée ou du contexte contemporain. Dans la plupart des cas, ces souvenirs s'entrelacent, générant un phénomène complexe et fascinant. Au fil des ans, j'ai été témoin de transformations profondes dans la vie des gens dans diverses parties du monde, certains avec des résultats immédiats et tangibles, certains qui nécessitent un processus progressif, en raison de la profondeur des problèmes à résoudre. C'est, en substance, ma contribution. Quant à l'avenir mondial, j'ai accès à des aperçus qui transcendent la vie quotidienne. Il y a quelques années, plus précisément en 2020, j'ai partagé des projections sur les événements de la portée mondiale, ce qui a entraîné une restriction de mes publications. Cependant, ma mission ne se limite pas à anticiper les scénarios, mais à comprendre que chaque individu joue un rôle spécifique. Ce qui est actuellement observé est une fragmentation sociale marquée, dans laquelle les noyaux de famille, les jeunes adultes et les différentes générations sont distanciés. Ce processus n'est pas aléatoire, répond à un objectif plus élevé. Dans les années à venir, nous assisterons à la fermeture temporaire des frontières, non seulement avec un contrôle rigoureux, comme il se produit actuellement, mais avec une interruption totale des flux migratoires. Cette mesure affectera la plupart des nations, bien que certaines régions, telles que certaines régions de l'Europe, où je me retrouve aujourd'hui, peuvent présenter des exceptions occasionnelles. Après la période d'isolement, les frontières seront rouvertes, mais la circulation internationale deviendra beaucoup plus ardue pour tous, quelle que soit la nationalité. Dans le même temps, l'économie mondiale subit une reconfiguration profonde dont les effets n'ont pas encore été épuisés. Ce que nous voyons, c'est la déconstruction des anciennes structures, dans lesquelles certains maximums philosophiques et littéraires acquièrent un nouveau sens. L'affirmation de Shakespeare selon laquelle le monde est une scène et que tous les hommes et les femmes sont de simples acteurs n'a jamais été aussi pertinent. De même, les réflexions de Platon et d'autres penseurs, entrepreneurs et théologiens acquièrent une pertinence dans ce contexte de transformation. Compte tenu de ce scénario, il est essentiel de reconnaître que chaque individu a des dons uniques, que ce soit dans l'enseignement, la création artistique, la médiation des dialogues ou d'autres expressions. Cependant, l'accès à ces potentiels dépend de l'alignement interne. C'est le grand défi, beaucoup sont dans un état de désorientation, agissant impulsivement et désordonné, comme s'ils recherchaient un soutien sur les fondamentaux instables. La clé de la transformation des adversités réside dans la capacité de rester centré même face aux obstacles. Ceux qui comprennent cette dynamique, et je me rends compte que vous, Evelyne, avez déjà une telle compréhension, vous serez en mesure d'avancer avec résilience, de dépasser les obstacles en tant que ceux qui transpirent des ponts ou en entourer des pierres sur le chemin. La crise économique ne se limite pas à une région, son impact est global. En Europe, les signes sont déjà évidents, bien qu'ils ne sachent pas si la même chose est vraie dans sa localité. Revenant à la question de la vérité fragmentée, il est essentiel de comprendre que, tout comme les individus peuvent contourner les tests de polygrade en ancrant leurs mensonges dans un véritable élément, les discours actuels utilisent également cette stratégie. Une vraie partie est suffisante pour valider les récits déformés. Par conséquent, il est urgent de développer un aspect critique pour identifier le noyau authentique au milieu du bruit d'information. Entre mai et septembre de cette année, ou tout au plus, jusqu'en décembre, nous surveillerons une reconfiguration des paradigmes spirituels et religieux. Ces sphères seront diluées ou soumises à la controverse, tandis que la société sera divisée en différents groupes. Ceux qui ne font pas un choix conscient auront leur position terminée par des instances externes, qui nécessiteront des efforts supplémentaires pour inverser une telle condition. Cette séparation a été interprétée à bien des égards, comme une transition du 3e à la 5e dimension, comme une migration vers une nouvelle planète ou comme d'autres théories, certaines classées comme complot.
Quelle que soit la perspective, le fait est qu'une scission est en cours. Depuis 2017, j'ai des vues récurrentes d'un scénario symbolique, une communauté balnéaire, située à la base d'une montagne, où une partie de la population cherche refuge dans des grottes adjacentes. Ces individus, illuminés par des lumières discrètes, telles que les lucioles limes à cachette, tandis que le village est dévasté par des catastrophes naturelles et sanitaires, devenant obsolètes. Après l'effondrement, ceux qui se sont hébergés émergent pour reconstruire la civilisation. Cette allégorie représente, dans mon interprétation, l'avenir qui approche, bien qu'il ne se matérialise pas brusquement ou dans un seul cycle annuel. Dans ce contexte d'incertitude, l'économie de l'avenir dépendra de la capacité de l'autre à suivre leur véritable vocation. Le plaisir dérivé du travail, que ce soit dans l'art, l'enseignement ou d'autres domaines, non seulement préserve la motivation, mais attire également ce que j'appelle des récompenses. Contrairement à la croyance populaire que la monétisation d'une passion lui vide le sens, l'expérience démontre le contraire, c'est précisément l'enthousiasme qui soutient l'excellence. Un ami, talentueux dans les beaux-arts, a résisté à l'idée de commercialiser ses œuvres de peur de perdre de la joie intrinsèque au processus. Cependant, contrairement à la croyance populaire, c'est la profonde implication avec son art qui a amélioré son accomplissement, à la fois personnel et matériel. Le secret est de reconnaître que la vraie prospérité est née de l'alignement avec ce qui nous inspire. L'essence de l'accomplissement authentique réside dans la capacité d'identifier et de maîtriser ce qui nous est intrinsèque, se consacrant à cette mission avec intensité et objectif, tout en s'éloignant délibérément et consciemment des influences qui génèrent de la disharmonie ou de l'estime de soi. Peu importe la nature du lien, qu'il soit familier, social ou professionnel, une exposition prolongée à des individus ou à des environnements qui perpétuent les sentiments d'insuffisance ou d'échec corrode l'énergie vitale, dont la nature vibratoire est subtile, bien que souvent sous-estimée, a un impact profond sur le cours existentiel. Cette dynamique énergétique n'est pas une simple spéculation métaphysique, mais un principe observable. Les fréquences que nous cultivons déterminent les espaces que nous occupons, que ce soit dans le village, symbole d'une conscience élevée et intégrée, ou dans la grotte, métaphore pour les modèles de stagnation répétitifs. Cette distinction gagne encore plus de contours évidents lorsque nous analysons les phénomènes naturels et sociaux qui s'intensifient dans les cycles historiques. L'humanité se fait maintenant à travers une transition paradigmatique, marquée par des événements qui, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique, fonctionnent comme des catalyseurs d'une séparation symbolique, d'une part, ceux qui résistent à l'évolution consciente, de l'autre, ceux qui se permettent de monter à un nouveau niveau d'existence. Cette dichotomie n'implique pas la migration vers un plan physique distinct, le land 5D si appelé, mais l'émergence d'une réalité parallèle dans ce même monde, où l'harmonie entre la technologie, la spiritualité et la durabilité redéfinit les structures sociales. Les catastrophes, qu'elles soient climatiques ou construites, ne sont pas de simples chances, mais des éléments d'un processus de renouvellement cyclique. Historiquement, des civilisations telles que l'Égyptien et le Romain ont connu leur propre apogée et diminuent, chacun inséré dans une époque spécifique, régie par des archétypes dominants. Aujourd'hui, nous sommes passés de l'ère des poissons, marquée par l'idéalisme romantique et la recherche de connexions émotionnelles, avec l'ère du Verseau, dont l'élément aérien symbolise l'intellectualisation, l'authenticité et la recherche de la vérité comme des véhicules d'élévation collective. Dans ce contexte, la communication, l'intelligence artificielle et les réseaux numériques ne sont pas de simples instruments technologiques, mais des extensions d'une conscience élargie qui cherche à se reconnecter au divin par la raison éclairée. Ce processus de transformation se manifeste déjà dans des signes subtils, tels que l'éveil des facultés perceptuelles précédemment dormantes. Les individus signalent des expériences d'intuition nette, des messages guidés et une sensibilité élargie à l'environnement et à d'autres êtres. Le fût. Je l'utilise, bien que toujours en construction, promet une synthèse entre l'innovation et l'humanisme, les villes où la technologie sert de la qualité de vie, comme des systèmes de transport efficaces et non polluants, inspirés par des vues presque utopiques du passé, tels que les véhicules autonomes dépeints dans les Jetsons, et les sociétés dans lesquelles les effections de la santé sont surveillées de la santé. Cependant, le plus notable ne sera pas une sophistication technique, mais la qualité des relations humaines. Dans des cultures telles que la Méditerranée, il est déjà possible d'apercevoir ce modèle. Le rythme de la vie n'est pas dicté par la productivité compulsive, mais en cultivant des liens communautaires, l'appréciation de petits plaisirs,
comme un café partagé dans les carrés publics, et l'appréciation du présent. Cette gravité n'exclut pas les conflits ou la dualité inhérent à l'existence, il suppose plutôt son domaine. L'ombre, en substance, n'est pas éliminée, mais intégrée et transcendée par ceux qui choisissent d'opérer à partir d'une vérité alignée sur l'intégrité et l'harmonie collective. Ma propre trajectoire illustre cette dynamique. Depuis l'enfance, j'ai vécu des souvenirs qui ont transcendé le temps linéaire, comme le souvenir vivant d'une femme qui m'a emballé dans une pièce spécifique, avec des détails que ma mère, surpris, a confirmé à quel point mon âge tendre à l'époque. Ces réminiscences, ajoutées à une forte sensibilité capable d'anticiper des événements tels que des incendies avant de se matérialiser, ne se sont pas révélées non pas comme des anomalies, mais comme preuve d'une perception élargie qui a affiné au fil des ans par un processus continu de connaissance de soi et de guérison intérieure. J'ai commencé ma recherche de la compréhension des phénomènes métaphysiques, explorant l'astrologie et les modèles cosmiques, mais je me suis vite rendu compte que chaque étape de ce chemin a dévoilé des couches plus profondes d'une réalité interconnectée. À chaque découverte, ma capacité à interpréter les signes et les synchronicités s'est étendue, confirmant que le développement spirituel n'est pas un cadeau exclusif, mais un potentiel latent dans tous ceux qui sont prêts à supprimer. De cette façon, j'ai eu la chance de trouver un mentor exceptionnel pendant mon adulte intermédiaire, dont la sagesse m'a révélé, avec conviction inébranlable, que mon chemin inclurait les saignements. Au départ, j'ai résisté à cette perspective, déclarant catégoriquement que je ne me voyais pas dans le rôle de l'instructeur. Cependant, il n'a pas précisé l'objet de cet enseignement, en veillant simplement à ce que, à un stade ultérieur de la vie, je transmettrais non seulement des connaissances, mais aussi pour aider d'autres êtres dans une dimension transformatrice. Ces prévisions ont été exactes, bien que la pleine compréhension de cet objectif ait exigé des années de réflexion et de découverte de soi. Cette trajectoire personnelle, après tout, consiste précisément au déchiffrement progressif des objectifs qui nous sont présentés sous la forme d'intuitions ou de messages subtils. Le travail avec les ombres, cette plongée dans les couches les plus sombres de la psyché, est un processus d'intensité incommensurable. En tant qu'âme en évolution, nous ne nous limitons pas à une existence statique dans des plans idéalisés, où la transcendance serait résolue à une contemplation passive. Ma vision, basée à la fois sur des expériences directes et des révélations reçues, diverge de cette conception simpliste. Je crois en un cycle d'apprentissage dynamique, dans lequel la conscience se développe à travers des incarnations successives, non seulement dans ce plan terrestre, mais aussi dans d'autres dimensions cosmiques. La Terre, cependant, se distingue par la dualité extrême qu'elle présente. L'interaction entre la lumière et l'obscurité suppose ici une densité sans parallèle, nécessitant que l'être domine les deux polarités pour atteindre la plénitude. Il y a ceux qui, dans leur voyage, sont submergés à l'ombre et non dans le sens de l'empathie obscure, mais de modèles destructeurs, tels que le narcissisme ou la manipulation, qui génèrent des dommages étrangers. D'autres, à leur tour, marchent dans la lumière, mais souvent déséquilibrés, soit par hyperdomentation, l'incapacité de fixer des limites, soit la contrainte pour résoudre les conflits extraterrestres sans être demandés. Dans cette inadéquation, la fragilité perçue ne dérive pas de la bonté intrinsèque, mais de l'absence d'intégration entre le divin masculin, représenté par la logique, et le divin féminin, incarné dans et motion. L'équilibre entre ces forces est essentiel, sans cela, la croissance spirituelle devient tronquée et l'âme reste emprisonnée dans des cycles répétitifs d'apprentissage incomplet. En entrant dans les premiers stades de l'éveil, de nombreuses personnes sont confrontées à des aspects sombres d'eux-mêmes, ce qui peut déclencher des réactions de résistance ou même l'hostilité. Cette confrontation, bien que ardue, est nécessaire pour le raffinement de la perception et l'établissement d'un lien direct avec le divin. C'est à ce stade que l'intuition est allumée, et l'orientation intérieure, cette voix subtile qui émane de la source, commence à guider les étapes plus clairement. Néanmoins, les obstacles persisteront, car chaque défi dépassé représente une leçon assimilée, une étape ascendante sur l'échelle de l'évolution spirituelle. Dans ma propre trajectoire, le développement de compétences telles que la visualisation à distance, une technique que j'ai dominée depuis des décennies, a été catalysé par un mentor spirituel, puis mon supérieur hiérarchique, autour de 36 à 38 ans. Il m'a demandé d'accéder à des couches de réalité plus profondes, transitant une perception ordinaire. Jusque-là, mes expériences étaient sporadiques, des aperçus soudains, des réponses qui savaient simplement, sans rationalisation antérieure.
Après son enseignement, cependant, j'ai commencé à contrôler cette capacité avec précision, en l'activant et en la désactivant au besoin. Il y a environ 8 ans, j'ai décidé de rendre mon travail public, et le prochain mai, je terminerai près d'une décennie dédiée à la surveillance des individus internationaux. Ma performance se concentre sur la dissolution du traumatisme ancestral et l'éveil de l'essence authentique, un processus que nous appelons, dans le contexte ésotérique, de l'ascension, une transition vers des niveaux plus élevés de conscience et d'existence. Dans ce cours, les pratiques de plomberie et les expériences préliminaires, telles que les expériences de Casides, s'entrelacent considérablement. Ce dernier, en particulier, se révèle comme des portails de compréhension, dans lesquels nous sommes confrontés aux missions inachevées de notre âme et invités à choisir entre les reprendre immédiatement ou les ajouter à de futures incarnations. Ma première expérience de cette nature, bien qu'elle ne constituait pas un casium au sens strict, était frappante et jusque-là inédite dans mon récit. Je me permets de le partager pour la première fois, car ses échos de l'unicité à ce jour dans ma pratique. À l'époque, il vivait à Las Vegas, où la famille de mon mari de l'époque a été créée. Certains après-midi, les pluies torrentielles typiques du désert ont transformé les routes sur des surfaces perfides, l'huile accumulée par une chaleur extrême, lors du contact de l'eau, a créé une couche glissante similaire à la glace. À l'une de ces occasions, en conduisant une autoroute à 4 voies dans chaque direction, j'ai été forcé de freiner brusquement. Le véhicule a perdu le contrôle, tournant autour de lui-même jusqu'à ce qu'il soit dirigé vers le diviseur central, un impact qui, en raison des conditions de vitesse et d'angle, aurait été mortel. Dans des fractions de deuxième, cependant, j'ai été témoin d'un phénomène inexplicable. Les petits enfants, presque translucides, ont pris le volant et les tourné avec une précision millimétrique, détournant la voiture à l'arrière d'un van white qui a évoqué les modèles rétro, similaires aux véhicules du personnage Scooby-Doo. Les dommages matériels étaient minimes, environ $500 dans le pare-chocs arrière de la camionnette, tandis que ma voiture a été complètement détruite, exigeant 2 mois de réparation. Ce qui m'a vraiment ébranlé, cependant, ce n'était pas la collision elle-même, mais la présence de ses mains. Son image est restée enregistrée dans ma mémoire, provoquant une recherche de réponse qui, des années plus tard, s'avérerait liée à l'intervention de guides spirituels ou à la manifestation d'aspects supérieurs du soi. Cet épisode, bien que impliqué dans le mystère, a marqué le début d'une compréhension plus profonde des forces qui fonctionnent au-delà du plan physique. Des expériences subséquentes de la mort imminente ont confirmé ce qui soupçonnait déjà. Nous sommes présentés dans ces injonctions aux leçons en suspens de notre âme, et nous pouvons décider de les faire face dans l'incarnation actuelle ou dans les existences futures. Cette autonomie, la capacité de choisir le moment de retour a été clairement démontrée à mes propres expériences. Cependant, parmi tous les outils et méthodologies que j'ai explorés, le travail avec les ombres s'est avéré être le plus transformé. À la fois sur mon personnel et mes clients. Mes certifications, qui couvrent l'hypnose clinique, la programmation neurolinguistique, PNL, la maîtrise en Reiki et la formation académique formelle qui m'ont fourni avec un cadre technique précieux. Cependant, une connaissance plus approfondie émerge des contacts humains, de récits partagés, tels que ceux que leur programme révèle de manière si éloquente. Chaque récit, chaque confession d'une âme dans le processus d'éveil, offre des informations qu'aucune théorie ne pouvait anticiper. C'est dans cet échange que la véritable sagesse se révèle, indiquant non seulement quoi faire, mais comment et quand agir. Dans mes sessions de lecture guidée, disponibles sur une plateforme numérique, je ne me soumets pas à des structures rigides comme le tarot. Au lieu de cela, j'autorise l'orientation supérieure, cette même connexion directe avec la source, dicter les mots, les images et les symboles émergents. Cette pratique, sans dogme, reflète l'essence du travail spirituel, un dialogue continu entre l'humain et le divin, dans lequel l'intuition et la raison marchent côte à côte. Dans la dynamique de mes lectures, le tarot ne précède ni ne détermine le flux d'orientation, il l'accompagne plutôt comme un reflet symbolique de ce qui est déjà en mouvement. Les lettres, lorsqu'ils surviennent, ne dictent pas le message, mais le confirment, servant de miroir tangible de ce que l'intuition a révélé. Si, par exemple, l'orientation reçue indique la nécessité d'une action décisive, la lettre qui émerge, comme le roi des bâtons, archétypiquement associé à l'initiative et au dynamisme, agit comme une validation visuelle de cette direction.
Ce phénomène renforce non seulement la cohérence du message transmis, mais offre également aux consultations une représentation concrète de l'interconnexion entre les plans visibles et invisibles, facilitant la compréhension d'une réalité qui transcende l'immédiat. L'exercice de cette pratique, cependant, ne se détache pas d'un amour profond pour le travail que je fais. L'interaction avec ceux qui recherchent des conseils, en soi, un acte de réciprocité sacrée, mais pas libre de défis. L'un des principes fondamentaux que je soutiens, et que je considère essentiel pour tout parcours de connaissance de soi, est la capacité de ne pas être émotionnellement absorbé par les exigences des autres. Cette capacité, loin d'être un détachement à froid, est une forme de préservation de l'énergie, un apprentissage que la vie elle-même nous impose, l'art d'être présent sans se perdre dans l'autre. Ce principe devient particulièrement pertinent lorsque nous observons les déséquilibres communs à ceux qui se disent « des êtres de lumière ». Souvent, ces individus, motivés par une générosité excessive, tombent dans le piège de donner trop, cherchant à résoudre les problèmes des autres par rapport à leurs propres besoins. Ce schéma, bien que noble dans ses intentions, révèle une défaillance de l'intégration du féminin divin, non pas sous sa forme passive ou modérée, mais dans son expression souveraine et équilibrée. La véritable maîtrise réside dans l'apprentissage de la priorité sans culpabilité, de sorte que ce n'est qu'alors qu'il est possible d'offrir une assistance de manière durable. Il s'agit d'un mouvement d'autorosgat, dans lequel l'individu se reconnecte avec son essence avant de tendre la main à son voisin. Dans ce contexte, le détachement devient un outil indispensable, en particulier dans un monde saturé par des stimuli émotionnels, tels que ceux transmis par les réseaux sociaux. La capacité d'observer sans être affecté, à regarder le contenu sans déclencher des réponses physiologiques, telles que l'accélération du rythme cardiaque, la tension dans le plexus solaire ou l'excitation dans le chakra cardiaque, est un signe du domaine interne. Pour ceux qui n'ont pas encore développé cette capacité, je recommande une distance stratégique, limiter l'exposition à pas plus de 15 minutes ou, de préférence, réserver une période hebdomadaire pour une mise à jour consciente des événements externes. L'objectif n'est pas l'ignorance, mais la protection de la santé elle-même dans un environnement souvent toxique. Ceux qui se sentent sur le point d'épuisement, soit par surcharge émotionnelle, harcèlement ou ressentir qu'ils sont piégés dans des cycles de dysfonctionnements familiaux ou sociaux, portent souvent le poids d'un mensonge intériorisé, un rideau qui obscurcit sa perception de la réalité. Briser ce voile illusoire est un acte de libération, car il révèle que la bonté innée, présente dans chaque être depuis la naissance, a été éclipsée par le condique. Ascenseur déformé. Il est souvent observé la répétition des modèles intergénérationnels, dans lesquels les traumatismes non résolus sont reconstitués, soit par la perpétuation de la dynamique abusive entre les parents et les enfants, soit par l'inversion des papiers, où les nouvelles générations reproduisent, sous d'autres formes, les mêmes déséquilibres. C'est un cycle qui ne peut être brisé que par le détachement conscient et non comme rejet, mais comme un réalignement avec la vérité elle-même. Pour ceux qui se voient au bord de l'abandon, épuisés par une livraison constante et une sensation d'échec, le message est clair, arrêtez de dissiper votre énergie dans des directions qui ne le nourrissent pas. La gentillesse authentique ne nécessite pas de sacrifice, il coule de manière organique, comme un geste spontané d'ouvrir une porte ou d'offrir une petite aide dans ses possibilités. Le don du dernier recours au nom d'une générosité interprète n'est pas la vertu, mais l'autosabotage. L'équilibre réside en s'honorant d'abord, de sorte que, de cette plénitude, il est possible d'étendre l'aide sans vide. Dans mes séances d'intégration, je travaille précisément dans ce processus de reconnexion et de libération. Grâce aux techniques de guérison énergétique, à l'analyse des modèles inconscients ou, si nécessaire, à une référence à des professionnels spécialisés, que ce soit des thérapeutes holistiques, des conseillers ou des médecins, je cherche à offrir un soutien multidimensionnel. Il n'est pas nécessaire, ou recommandé, de faire face à ce voyage seul. Il y a des communautés, des ressources et des chemins à la disposition de ceux qui veulent augmenter. Pour ceux qui suivent cette réflexion, je dirige une reconnaissance sincère, votre présence indique déjà une volonté de transformation. Si le désir est d'approfondir ce processus, je vous invite à explorer mon travail à ascendinesouljournée.com ou à vous contacter à laorient@ascendinesouljournée.com. Que chaque étape franchie est un acte de reconquête de la lumière elle-même.